Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Carrefour du Monde. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un joyeux Noël malgré le contexte sanitaire. Nous sommes le lundi 28 décembre. Peu après 11 heures, le dimanche 27 décembre, donc hier, le centre d'appel d'urgence de la ville de New York a reçu un appel l'informant qu'une bombe allait exploser à midi dans l'Empire State Building. Le département de police de la ville de New York a envoyé en urgence des agents sur les lieux. Mais à 12h32, le chef de la police, Terrence Monahan, a annoncé via son compte Twitter officiel, je cite, « Après une enquête menée par des agents de patrouille, il n'y a actuellement aucune menace crédible contre l'Empire State Building. Ils n'ont trouvé aucune bombe, la police a déclaré plus tard que l'Empire State Building était sûr. » On peut donc se demander si l'appel au 911 était un canular ou bien s'il y avait une arrière-pensée dans cette alerte. En effet, 2 jours auparavant, une explosion importante a eu lieu à Nashville, dans le Tennessee. Donc les services de police dans tous les États-Unis sont en état d'alerte et craignent des répliques de cet incident, d'autant plus que la cause de l'explosion à Nashville n'a pas encore été déterminée. Pour revenir sur cet incident, à 5h30 le matin de Noël, la police de Nashville a reçu un appel pour des coups de feu près du 166 Second Avenue. Quand les agents de police sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé un camping-car blanc devant un bâtiment AT&T. Ils diffusaient un enregistrement audio disant qu'il y aurait une explosion dans 15 minutes et qu'il fallait évacuer les lieux sur le champ. Alors que la police a commencé à évacuer les résidents, le contenu de l'enregistrement audio n'a cessé de changer. Et dans les 3 dernières minutes avant l'explosion, il a joué une vieille chanson enjouée de 1964 appelée Downtown. Vers 6h30 ce matin, l'explosion s'est produite, juste devant le bâtiment AT&T. Alors cette explosion a été très violente, elle a causé des dégâts importants, la rue a été entièrement soufflée. Les bâtiments environnants ont été fortement touchés, plus de 20 bâtiments et 41 entreprises ont été détruits. Les responsables locaux ont déclaré qu'au cours des prochains mois, la ville devrait vérifier la stabilité des bâtiments en question. Grâce aux 6 policiers sur place, seulement 3 personnes ont été blessées. En effet, lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux et ont entendu l'enregistrement diffusé par le véhicule, ils ont aidé à évacuer plusieurs dizaines de personnes du secteur. Mais la police a par la suite retrouvé des restes humains sur les lieux. D'après les rapports de police sortis plusieurs jours après, il s'agit en fait des restes du poseur de la bombe, Anthony Warner. Le lendemain de l'explosion, le FBI a déclaré aux médias qu'ils avaient un total de 500 indices sur les lieux de l'explosion. Un expert a également déclaré que l'enquête était comme jouer à un puzzle géant. Par la suite, 2 enquêteurs ont déclaré que l'incident était un attentat suicide et non un attentat terroriste. Le 26 décembre, la police locale a confirmé aux médias qu'un homme de 63 ans nommé Anthony Warner était une personne recherchée en lien avec l'affaire. Avec l'autorisation du tribunal, le FBI a fait une descente au domicile d'Anthony Warner qui se trouve près du site de l'explosion. Sur Google Street View, le véhicule blanc qui a explosé est semble-t-il garé devant la maison de Warner depuis au moins avril 2013. Et selon le Daily Mail, Anthony Warner a transféré gratuitement sa maison de 160 000 $ à une autre personne le 25 novembre. Mais le nouveau propriétaire affirme qu'il n'était pas au courant de l'échange. Par ailleurs, le propriétaire de l'entreprise Friedrich & Clark, une société immobilière locale, a pris l'initiative de signaler à la police que Warner était un ancien employé qui avait travaillé pour lui pendant 4 ou 5 ans en tant que technicien en informatique. Et il y a environ un mois, Warner a écrit un email à son entreprise disant qu'il ne pouvait plus travailler, mais sans donner de raison. Alors le propriétaire de l'entreprise a déclaré que Warner était très aimable et qu'il était surprenant qu'il soit impliqué dans une telle affaire. Alors la question que tout le monde se pose, c'est quel pourrait être son motif pour cet attentat? Comme l'ont admis les responsables locaux, il ne visait pas à nuire à des personnes. Alors quelle est la cible? La plupart des commentateurs jugent qu'il s'agissait donc de l'immeuble AT&T. Et il est vrai que le matériel et l'immeuble d'AT&T ont été les plus touchés par l'explosion. Le FBI cherche à savoir s'il avait une forme de paranoïa à propos de la technologie 5G qui aurait pu le conduire à cet attentat. Cela pourrait être une explication, effectivement, AT&T est une société de communication qui utilise la technologie 5G. Mais pourquoi Warner aurait-il choisi le bâtiment AT&T de Nashville alors qu'aucune information ne montre que ce bâtiment a un lien avec cette technologie 5G? Différentes hypothèses se sont répandues sur Internet, et j'ai décidé donc de vous en présenter quelques-unes. Selon un message Facebook d'un utilisateur nommé Edward Jones, posté 4 jours avant l'attentat à la bombe, AT&T a obtenu un contrat pour effectuer un audit technique des machines de vote Dominion,
dont certaines devaient être livrées à AT&T à Nashville cette semaine. Le site de l'explosion du 25 est une installation AT&T très importante dans la région, qui est responsable du transfert et de la transmission des informations régionales. Alors se pourrait-il que les machines de vote Dominion aient été transportées ici? Jones a également republié une capture d'écran de son message après l'explosion avec le texte « Coïncidence ». Mais cette rumeur, pour l'instant, n'a aucun fondement factuel. En tout cas, je n'ai pas trouvé d'autres sources pour l'infirmer ou la confirmer. À part dans le comté d'Antrim au Michigan, dont je vous avais déjà parlé, aucune autre machine de vote Dominion n'a été publiquement signalée pour une expertise judiciaire, et encore moins envoyée à AT&T pour vérification. Par ailleurs, si ça avait été le cas, l'équipe du président Trump aurait confirmé l'information, en tout cas selon moi. Donc concernant cette hypothèse, le seul fait qu'on ait, c'est ce message d'Edward Jones. Il mentionne AT&T à Nashville 4 jours avant qu'une explosion importante ait lieu, devant l'immeuble d'AT&T à Nashville. Alors comme il le dit lui-même, est-ce une simple coïncidence? À voir. Pourtant, il y aurait un autre point à souligner sur cette hypothèse. Sur son compte Twitter, Lin Wood, l'avocat de Trump, demande si l'attentat de Nashville a ciblé un data center d'AT&T et un de ceux qui auraient permis aux machines Dominion d'être connectées à Internet lors de l'élection, ce qui est illégal. Alors là encore, je veux être clair, aucune preuve n'a été révélée permettant de confirmer les déclarations de Lin Wood. Dernier fait sur cette hypothèse, si vous avez vu une de mes précédentes vidéos appelée Le marais derrière Dominion, vous vous souvenez certainement de William Kennard. Kennard est lié aux administrations Bush, Clinton et Obama. Il est également lié au groupe Carlyle et Soros. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez revoir l'épisode en question. Kennard était l'un des dirigeants de Staple Street Capital, qui possède la société Dominion, société accusée par les avocats de Trump d'avoir permis des fraudes électorales. Et juste après l'élection de cette année, le 6 novembre, Kennard est passé de Staple Street Capital, donc Dominion, à la tête d'AT&T. Et à peine 2 mois plus tard, une explosion a lieu devant un bâtiment AT&T, où la société Dominion est citée dans une hypothèse pour expliquer l'explosion. Alors c'est peut-être encore une simple coïncidence, à vous de voir. Quoi qu'il en soit, il y a une autre théorie qui circule. L'explosion pourrait être liée à une installation de la National Security Agency, NSA, dans le bâtiment AT&T de Nashville. Ce bâtiment contiendrait une salle 641A. Alors les salles 641A sont des installations dédiées à l'interception des communications des États-Unis, mais aussi du monde entier. Elles peuvent voir tout ce qui circule sur Internet. Un ancien directeur du groupe de rapports d'analyse géopolitique et militaire de la NSA a révélé qu'il existe environ 20 salles 641A aux États-Unis. Selon un internaute américain, le bâtiment AT&T de Nashville possède une salle 641A. Cette salle serait dédiée à l'interception et à l'analyse des communications en provenance de Géorgie. La Géorgie étant l'un des États clés dans la controverse électorale. Concernant la déclaration selon laquelle le bâtiment AT&T de Nashville possède une salle 641A de la NSA, je n'ai personnellement trouvé aucune autre source le confirmant. Donc difficile d'accorder pour l'instant plus de crédit à cette hypothèse. Par contre, ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'AT&T a des liens très étroits avec la NSA. La NSA, comme vous le savez certainement, fait partie du ministère de la Défense et sa fonction principale est de collecter et d'analyser les données de communication étrangères et nationales. Surtout les communications secrètes pour les relations militaires et diplomatiques. En raison de la grande quantité de traitement de données nécessaires, la NSA emploie le plus grand nombre de mathématiciens et d'experts informatiques au monde. Alors à titre d'illustration, son siège dans le Maryland dispose de 18 000 places de parking et sa facture d'électricité est estimée à plus de 20 millions de dollars par an. Elle recevrait en fait plus de financement que la CIA. La NSA a également des liens très étroits ou des contrats avec plusieurs organisations privées américaines, et AT&T en fait partie. The Intercept a publié un article le 25 juin 2018 intitulé « La salle d'écoute électronique, le réseau d'espionnage caché de la NSA dans les grandes villes américaines ». Il a été rapporté qu'il y a un bâtiment AT&T dans 8 grandes villes des États-Unis. Atlanta, Chicago, Dallas, Washington DC, New York, Seattle, San Francisco et Los Angeles. Le bâtiment se compose d'installations capables d'intercepter, de transmettre et de relayer des quantités massives d'informations sur l'Internet mondial. Ces installations, qui sont également utilisées par la NSA pour mener des travaux de renseignement, sont en place depuis de nombreuses années.
Ces bâtiments sont généralement sans fenêtres, hermétiquement fermés, la structure est en béton armé. Ils peuvent résister aux tremblements de terre et même, a priori, aux attaques nucléaires. Alors beaucoup de gens passent en fait devant ces bâtiments sans y prêter aucune attention car vus de l'extérieur, ils n'ont rien de spécial. Mais en fait, ces bâtiments font partie du plus grand réseau de communication au monde. À New York, ce bâtiment AT&T est situé au 811 de la 10e avenue à Manhattan. Pendant des décennies, AT&T a été l'un des partenaires les plus fiables de la NSA. Pourquoi? Parce que AT&T dispose de vastes ressources inégalées par les autres entreprises. Il dispose au total de 19 500 installations dans 149 pays à travers le monde, où convergent d'énormes quantités d'informations. Et bien sûr, les plus importants d'entre eux sont les bâtiments AT&T dans les 8 villes américaines que nous venons de mentionner précédemment. Ils forment l'épine dorsale de la forteresse mondiale de l'information d'AT&T. De nombreux emails, messages de chat en ligne, publications sur les réseaux sociaux, enregistrements de navigation web, etc. se croisent tous à ces endroits. Dans le même temps, AT&T possède un réseau d'infrastructures aux États-Unis et de nombreuses autres sociétés empruntent les installations d'AT&T. Et même certains fournisseurs de télécommunications étrangers utilisent également l'infrastructure AT&T. Alors même si l'article n'aborde pas directement le statut du bâtiment AT&T de Nashville et que cette installation semble de moindre importance que celle des 8 autres villes, elle reste néanmoins un nœud clé dans le réseau national pour AT&T et la NSA. La police n'a pas encore confirmé le mobile de l'attentat et l'impact de l'attentat sur la NSA est encore inconnu pour le moment. Mais l'impact sur AT&T et ses clients est significatif. Au 27 décembre, de nombreux clients d'AT&T n'avaient toujours pas vu leur service entièrement rétabli. AT&T reconnaît qu'un de ses principaux hubs Internet a été détruit. Alors ils ont un plan d'urgence pour faire face aux incidents imprévus afin que leur service ne soit pas complètement interrompu. Mais il y a encore des secteurs qui sont touchés. Jusqu'au soir du 27, donc hier soir, outre Nashville, les services n'avaient pas été entièrement rétablis dans l'est du Tennessee, l'ouest du Kentucky et certaines parties de 2 autres États. Les zones touchées comprennent le centre d'appel d'urgence, le 911, les hôpitaux et les installations de communication privées. Alors, est-ce que le poseur de bombes agissait simplement pour des motifs personnels anti-5G? Est-ce qu'il y a d'autres motivations derrière cet attentat? Pour moi, la question reste posée et l'avenir nous donnera certainement plus d'éléments pour y répondre. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, hier le 27 décembre, l'Empire State Building à New York a reçu, semble-t-il, une fausse alerte à la bombe. Mais le même jour, il y a une autre alerte à la bombe dans la ville de Lebanon, dans le Tennessee, près de Nashville. Il y a des témoignages selon lesquels un camion a été vu sur la route diffusant un enregistrement audio similaire à celui du véhicule impliqué dans l'attentat de Nashville. Lebanon est situé à l'est de Nashville, à environ 30 minutes en voiture. Alors la police a rapidement fermé l'autoroute pour localiser le camion. Une brigade anti-bombe a également été envoyée sur les lieux, mais nous n'avons pas plus d'informations pour le moment. Alors l'attentat de Noël de Nashville ne ressemble pas à un acte isolé, individuel. Sinon, comment pourrions-nous avoir plusieurs diffusions du même enregistrement audio dans un court laps de temps? Et selon les dernières informations reçues en préparant cet épisode, la famille d'Anthony Warner fait également l'objet d'une enquête. Et la police a souligné qu'Anthony Warner n'était pas le seul suspect. Cet attentat a eu lieu à Noël, pendant la période sensible des élections américaines. La bombe a explosé devant le bâtiment AT&T et a paralysé une large zone de communication. Cela explique pourquoi il a attiré beaucoup d'attention. Alors je voudrais vous parler maintenant d'un autre sujet. Le magazine Foreign Policy a publié un rapport d'enquête basé sur des entrevues avec plus de 30 fonctionnaires du renseignement américain, actuels et anciens. Début 2013, lorsque Xi Jinping était sur le point de prendre la présidence du Parti communiste chinois, les Occidentaux en savaient peu sur lui et n'avaient aucune idée de quel genre de personne il était. En janvier de la même année, Nick Christophe, correspondant en Chine du New York Times, s'est appuyé sur son expérience des relations sino-américaines pour dire que Xi prendrait la tête de la réforme économique chinoise et irait vers un relâchement du contrôle politique. Mais en fin de compte, cette hypothèse s'est avérée totalement fausse. Mais une autre raison importante de l'erreur de jugement occidentale sur Xi Jinping est que selon ce rapport, pendant l'administration Obama, des pirates chinois se sont introduits dans le bureau américain de la gestion du personnel et ont trouvé des informations sur les agents infiltrés de la CIA en Chine. Par la suite, le réseau d'agents de renseignement américains en Chine, construit au fil des ans, a été complètement détruit. Cet incident a grandement affecté le jugement américain sur la situation politique du PCC, car ils ont perdu énormément de sources internes.
À l'époque, les fonctionnaires de la Maison-Blanche sous Obama étaient divisés entre ceux qui voyaient Xi Jinping comme un réformateur et ceux qui le voyaient comme un nouveau Mao Zedong, radical et autoritaire. La confiance de la CIA a été tellement ébranlée par la destruction de ce réseau de renseignement que des dizaines de postes pour des missions en Chine ont été abandonnés. Plus aucun agent n'a été mis en première ligne en Chine pour recueillir du renseignement. Au final, le renseignement américain en savait de moins en moins sur le Parti communiste chinois, alors que dans le même temps, le Parti communiste chinois en savait de plus en plus sur les États-Unis. Depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, les hackers chinois ont piraté avec beaucoup plus d'audace les données des Américains et d'autres citoyens du monde. Cela inclut la faille de sécurité de l'hôtel Marriott en 2014, dans laquelle des pirates informatiques chinois ont volé des informations de plus de 383 millions de personnes. Par ailleurs, le système informatique de la marine américaine a été également compromis et des données sensibles sur plus de 100 000 membres du personnel de la marine ont été volées. Enfin, le récent incident SolarWinds, dont j'ai parlé à plusieurs reprises, et au cours duquel tous les principaux départements militaires américains et sensibles du gouvernement ont été piratés. Le président Trump a déclaré que c'était probablement le travail du Parti communiste chinois, tandis que d'autres responsables affirment encore qu'il s'agit de pirates informatiques russes. Un ancien responsable de la sécurité nationale des États-Unis a déclaré que le PCC avait volé plus de données que la Russie et tout autre pays. Cependant, l'administration Obama a été très indulgente envers les hackers chinois. Seuls 5 hackers militaires chinois ont été poursuivis. Dans le même temps, Obama a conclu un nouvel accord en 2014 pour prolonger les visas d'affaires et touristiques chinois d'1 à 10 ans, et les visas étudiants ont été prolongés à 5 ans. Cela a même choqué la communauté du renseignement américain de l'époque. Ils ont prédit que l'infiltration des renseignements du PCC serait encore plus extrême. Mais le président Obama et d'autres responsables gouvernementaux ont répondu que ce n'était pas un gros problème. En 2015, Obama a symboliquement signé un accord bilatéral dit majeur avec Xi Jinping. Et selon cet accord, aucun pays ne pouvait voler les secrets commerciaux de l'autre pays. Mais de façon assez marquante, il n'y avait aucune sanction dans cet accord majeur si cela arrivait. Alors tous ceux qui vous disent, et ils sont nombreux en France, que les tensions entre États-Unis et Chine ont déjà commencé sous Obama, se trompent. Ou alors vous trompe. Obama en fait ne s'opposait à la Chine qu'en façade, mais la plupart de ses actions concrètes lui étaient favorables. Toujours selon l'article de Foreign Policy, à la fin de l'administration Obama, le PCC avait surpassé la Russie en tant que plus grande menace de contre-espionnage à long terme pour les États-Unis. L'article utilise l'expression selon laquelle les cyberespions du PCC sont inépuisables. Et selon lui, avant l'entrée en fonction du président Trump, les relations entre les grandes entreprises technologiques américaines et le ministère chinois de la sécurité d'État étaient à leur apogée. Et maintenant, un dernier point sur les controverses électorales en cours aux États-Unis. De nombreux groupes appellent activement à une manifestation massive à Washington DC le 6 janvier. Le 19 décembre, le président Trump a également tweeté un appel correspondant pour que les gens se rendent à Washington le 6 janvier. Il a exhorté tout le monde à s'y rendre. De son côté, Giuliani a déclaré il y a quelques jours que les preuves de fraude électorale allaient exploser cette semaine et deviendrait clair d'un seul coup. Alors nous attendons maintenant de voir à quoi faisait référence exactement Giuliani. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker cette vidéo. Retrouvez-moi également sur Odyssée, le lien est dans la description. Merci de m'avoir écouté, prenons soin les uns des autres et à très bientôt.